Oui, donc bonsoir à tous. Donc effectivement, on m'a demandé de faire finalement peut-être une petite synthèse entre les belles interventions qu'on a eues ce soir, entre effectivement mon regard de chef de cave, de vinificateur, parmi effectivement alors, le retour sur la vendange 2019, mais surtout les perspectives pour les années à venir, avec toutes les problématiques, qu'elles soient viticoles ou œnologiques, au final. Parce que la finalité, bien sûr, c'est de faire un produit de qualité. Voilà, alors, donc retour sur la vendange 2009, donc je serai assez bref là-dessus. Donc, moi, ça fait plusieurs années en fait qu'on a identifié deux axes, deux pistes de progrès chez nous, mais bon, ça s'applique partout. Sylvie en a parlé, donc la qualité sanitaire, donc ça c'est une exigence partagée par tous, que ce soit donc nos adhérents. Juste, je n'ai pas présenté Union Champagne, mais je pense que tout le monde connaît Union Champagne. Donc aujourd'hui, on représente 14 coopératives adhérentes, 1350 hectares de vignes, principalement dans les premiers grands crus. Voilà. Donc ça, c'était, je vais refaire la parenthèse. Donc effectivement, partagé par les adhérents, partagé surtout, ça c'est une exigence de nos acheteurs, puisqu'on environ plus de 50% de ce que l'on collecte est revendu à nos partenaires négociants. Donc effectivement, cette exigence de qualité, on se doit de la donner. Bien sûr, pour l'élaboration de nos produits, aussi bien au retour aux adhérents et bien sûr pour la marque de Saint-Gall et tous les produits qu'on commercialise. Donc voilà, donc ça c'est une exigence partagée par tous et on a vraiment fait le forcing. Je dirais, la vendange 2017 a été l'élément déclencheur, même si on n'a pas attendu la vendange 2017 pour travailler sur ces problématiques. Donc, par exemple, donc, cette année, on a généralisé le contrôle au niveau du marc. Donc, entre autres, on a déployé la mesure d'acide gluconique sur chaque marc, sur chaque site, dans chaque coopérative. Donc, l'acide gluconique, Sylvie en a parlé tout à l'heure, donc c'est un des marqueurs. Alors, on avait fait quelques essais les vendanges précédentes, le but étant de trouver un marqueur. On le dit, c'est pas le marqueur miracle, loin de là. On attend, on espère justement dans les essais en cours trouver d'autres alternatives plus précises. En tout cas, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, c'est un marqueur qui est très, je dirais, fiable. Une mesure assez simple à réaliser, relativement fiable et reproductible par n'importe qui, je dirais, une toute petite formation. Et donc, en le faisant à l'échelle du Mar, je dirais que là, aujourd'hui, ça nous permet effectivement d'orienter la qualité des mous à, on va dire, déjà à faible échelle, c'est-à-dire à l'échelle du Mar de 4000 ou 8000 kg. Ça nous évite de polluer une citerne ou une cuve de 400 hectolitres. Donc déjà, c'est un point positif, même si, je le répète, c'est pas la panacée. Donc ça, on l'a déjà généralisé ces années. Sur un des sites, on a expérimenté, on a équipé un site d'un outil de vision, donc Sylvie aussi on a parlé. Donc aujourd'hui, on scanne systématiquement tous les dessus de caisse, systématiquement sur le tapis. On pourrait me dire, on peut parer la caisse, mais bon, ça donne quand même une bonne idée de la qualité des raisins. Donc aujourd'hui, on est en acquisition de données. C'est difficile à dire si le système est infaillible, mais voilà, ça donne des résultats intéressants. En tout cas, par exemple, sur la problématique odium, parce que là, c'était sur des chardonnays, sur la problématique odium, on arrivait à quand même écarter les caisses avec un pourcentage d'odium au-dessus de 5 à 10%, ce qui est souvent admis comme étant le seuil de nuisibilité. Donc, voilà. Ça reste bien sûr à travailler et c'est le balbutiement. Il y a d'autres techniques de vision. On a des confrères maisons de négoce qui travaillent aussi sur la vision avec éventuellement d'autres techniques. Mais bon, voilà, faut partager, faut échanger. Mais ça, ce qu'on appelle, c'est un peu la peur du gendarme, comme le radar sur les routes. Quand effectivement on a communiqué sur tous ces aspects, que ce soit l'acide gluconique, les caméras auprès des adhérents, déjà ça permet de réfléchir et comme on dit, la peur du gendarme fait que en général on est plus vigilant. Et puis aussi on a on va dire incité l'utilisation du bon de livraison. Alors sur certaines coopératives c'est une obligation. On a donc aujourd'hui 30% des surfaces
On a le bon de livraison. Alors on s'est bien sûr inspiré sur le bon de livraison que le CIVC, le syndicat, avait sorti il y a 2 ans, et on l'a juste légèrement adapté au niveau de nos critères. J'aurais pu vous en mettre un à l'écran, notamment le critère d'appréciation de la qualité. Et donc certaines coopératives l'exigent pour 100% des apports, pour tous les adhérents, d'autres sont encore en expérimentation volontaire, mais de toute façon, je n'ai pas revérifié, mais je crois qu'il y a une généralisation de prévu dans les... Alors, je ne sais pas si c'est la prochaine vendange, mais c'est bien parti pour eux, de toute façon. Voilà, donc ça c'est le côté qualité et état sanitaire, et puis maturité. Maturité, donc quelle date, pour quelle maturité? Donc là, Franck en a parlé tout à l'heure. Je dirais que suite à la vendange 2011, qui a été vraiment un révélateur aussi, notamment dans les chardonnays, où on s'est rendu compte, même si nous on observait déjà dans les années 2000 cette transition, on va dire climatique, qui engendre justement des modifications justement de la dynamique de maturité. On s'est rendu compte déjà avant 2011 qu'on avait des fois des vendanges qui pouvaient paraître mûres d'un point de vue purement richesse en sucre, mais après vinification on observait beaucoup de végétal dans les vins, que ce soit sur chardonnay ou sur cépage noir, et 2011 c'était vraiment le révélateur, et notamment sur le chardonnay. Et on s'est rendu compte effectivement qu'on pouvait avoir un décalage entre richesse en sucre et maturité physiologique. Parce que justement, des cycles plus courts, entre floraison et récolte, les températures, les pratiques culturelles, fait qu'aujourd'hui, la vigne produit beaucoup de sucre, c'est une vigne à sucre, mais donc du coup, on atteint la maturité physiologique souvent à des degrés plus élevés. Ou pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de modèle, on va dire, de marqueur chimique. Aujourd'hui, pour le moment, enfin en tout cas au jour d'aujourd'hui, pour le moment, sucre acide reste le seul marqueur facile à utiliser. Mais donc nous, on complète ça par la dégustation des baies. Ça, c'est quelque chose qu'on a lancé donc, suite à la vendange 2011. On a généralisé sur tous nos secteurs. Alors on a la chance, c'est que sur notre secteur, et principalement la Côte des Blancs, les délégués AVC et les réseaux AVC sont souvent faits dans nos coopératives adhérentes. Donc ça permet justement de former tous les viticulteurs qui tournent autour du réseau Matu. Et donc on a organisé des formations, et maintenant, je dirais, on organise 2-3 séances la semaine, souvent la dernière semaine avant la décision des dates par secteur, et ça nous permet effectivement de juger quel est, je dirais, le point de bascule et le degré, ou du moins la valeur de richesse en sucre, ou le rapport sucre sur acide optimal, pour avoir justement des raisins qui s'expriment pleinement et surtout qui n'ont plus ce caractère végétal. Et c'est quelque chose de très très facile, on a formé pas mal de gens, et en pratiquant 2-3 dégustations, on arrive très facilement à se rendre compte des choses. Voilà, alors donc justement, ça nous permet justement de voir un peu quels sont les impacts sur les vins. Donc, je viens d'en parler, donc l'impact sur la maturation, le banc des vendanges. Donc l'idée, c'est d'accompagner les adhérents dans la définition de leur circuit de cueillette. Donc on souhaiterait généraliser la dégustation des baies, en plus, je dirais, le secteur et la commune par rapport au réseau AVC. Bien sûr, on attend aussi de nouveaux indicateurs, donc ça... travailler. On a déjà travaillé avec des appareils comme le Diostem qui permet par la coloration, notamment un point assez intéressant, c'est la charge en sucre. La charge en sucre est assez intéressante par rapport à ça, ce qui permet de s'affranchir justement de la prise de poids due soit à des pluies, choses comme ça, et on s'aperçoit depuis quelques années qu'en fait la charge en sucre elle est linéaire, elle est liée à un millésime. Donc en fonction de la pente, qu'il fasse beau ou pas beau, vous avez toujours la même charge en sucre.
Ça se voit pas forcément entre deux points de maturité, c'est-à-dire de dire, bah tiens, mon raisin il a pris 0,5 points de degré entre lundi et jeudi, ou il a rien pris. Et en fait, ça peut être effectivement c'est la vision n'est que partielle, alors qu'avec la charge en sucre, vous pouvez ne pas avoir d'évolution en concentration, mais par contre, effectivement, le raisin a chargé du sucre. Et en fonction de cette pente de charge en sucre, je pense qu'on peut arriver effectivement à se projeter et à se dire, ah ben la maturité, elle sera plutôt à 10, elle sera plutôt à 10,5, elle sera plutôt à 11. Mais bon, je m'avance un peu, mais en tout cas, en combinant un peu toutes ces techniques, ça permettra d'être plus précis. Alors bien sûr, il y a l'impact sur les choix des pratiques viticoles, on en a parlé aussi, hein, l'enherbement, le travail du sol, la fertilisation azotée, les feuillages précoces, éventuellement des cépages nouveaux ou anciens qu'on découvre. Donc tout ça, ça va nécessiter justement de faire pas mal d'essais, hein, mais effectivement toutes ces pratiques viticoles vont de fait avoir un impact sur la composition de nos mous et nos vins. Hein. C'est complexe, donc il va falloir effectivement accompagner nos adhérents dans ce sens-là. Il n'y a pas une réponse unique, quoi. Schéma de vinification, donc Sylvie en a parlé aussi, donc du coup, comme on va avoir une variabilité de techniques, il va falloir piloter nos vinifications. La gestion de l'azote assimilable, on en a parlé par rapport effectivement aux fermentations languissante, ou problème de coude réduit, de caractère lactique. Donc tout ça, c'est lié effectivement à la composition souvent en azotée des mous, hein, aussi bien pendant la fermentation alcoolique que pendant la malo. Donc nous, depuis déjà deux vendanges, systématiquement on fait un bilan azoté des mous, hein, donc en azote assimilable. Entre autres, hein, et ça va nous permettre effectivement de déclencher une correction ou pas, hein, comme l'a dit Sylvie, en DAP. On pilote également à ce titre-là, donc on pilote l'azote, on pilote aussi les températures de fermentation, hein, de façon à avoir des fermentations plus régulières, éviter des développements levuriens trop importants en début, justement, qui vont consommer beaucoup d'azote. Donc on pilote les fermentations souvent à part palier. Donc on démarre les fermentations souvent à 17-18 degrés. On passe le pic de fermentation, qui est aux alentours de 1050. Là souvent, donc le premier tiers de fermentation, là souvent on fait un ajout ou pas de DAP, hein, selon la carence azotée. Et puis ensuite on va remonter, on va refaire un palier de température supérieure à 20 degrés pour finir la fermentation, justement, puisque là on a un milieu un peu plus difficile avec une température plus élevée. Puis comme ça nous permet aussi d'amener les vins à 21-22 degrés pour la malo et finalement de ne pas avoir besoin de chauffer. Souvent on enchaîne les malos dans la foulée. Gestion de l'acidité, donc là on en a parlé aussi. Stratégie malo, non malo. Alors ça c'est quelque chose chez nous qu'on fait depuis toujours, enfin toujours. En tout cas moi j'ai toujours connu, donc ça fait plus de 20 ans. Selon le profil des millésimes, on bloque des malos et on travaille en assemblage partiel, en malo partiel, en assemblage. Donc alors bien souvent sur les millésimes, hein, les cuvées plutôt à rotation longue. Alors ça peut être très variable, ça peut être incorporation de 10-15% de sang malo jusqu'à 50%. Voilà. Et donc là c'est un très bon moyen justement de piloter. Alors, on ne travaille pas du tout avec la valeur d'acidité totale ni de pH, hein, c'est uniquement la dégustation. Hein, et justement, enfin, moi je tiens à apporter qu'effectivement il ne faut pas avoir peur de l'acidité, enfin des chutes d'acidité ou de déraisonner ces dates de vendange par rapport à la chute d'acidité. Hein, je préfère m'en tenir à la dégustation des baies, et qu'effectivement l'acidité c'est qu'une valeur faciale, un chiffre, hein, et ce qui compte c'est effectivement la dégustation, la longueur en bouche, et pH pour moi effectivement plus important que l'acidité totale en soi. Et donc effectivement cette stratégie malo non malo, c'est une bonne réponse, hein, pour piloter sa fraîcheur. Les vins de réserve, ça c'est un petit peu la même chose, hein. On a maintenant 8000 kg de réserve individuelle à gérer, donc en plus avec des appellations qui diminuent, donc on veut dire une vendange d'avance. Donc là aussi, hein, si on se plaint
de manque de fraîcheur, il faut aussi arriver justement à préserver la fraîcheur des vins de réserve, parce que c'est pas le tout. Il faut effectivement éviter derrière de dégrader, même si on a bien préservé la fraîcheur des vins de l'année. Si derrière vous avez des vins de réserve qui sont cuits et nazes, c'est pas la peine. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire sur la conservation et l'élevage des vins de réserve. Bon, la stabilisation tartrique également peut avoir un impact. Et puis les dosages, bon, ça je dirais que c'est le travail de tout le monde. On s'aperçoit qu'effectivement, depuis quelques années, on a tendance à baisser le dosage. Alors pas parce que c'est le goût des consommateurs ou parce que les journalistes réclament de l'extra brut, c'est que globalement, là aussi, moi je ne m'arrête pas à une valeur. Je ne dis pas que 5 grammes c'est mieux que 8 grammes. Des fois, 9 grammes c'est mieux que 5 grammes. Mais il n'y a pas de dogme à avoir là-dessus. C'est vraiment la dégustation qui fait que c'est un outil également pour piloter la fraîcheur ou la complexité de ses vins. Et puis, il ne faut pas renier aussi son style pour le plaisir, tout simplement pour faire plaisir à un journaliste. C'est pas lui qui achète les bouteilles, je précise. Voilà, et donc les perspectives, donc c'est un petit peu mon rôle de synthèse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va vers une plus grande intégration vignoble-œnologie, puisqu'on a vu que de toute façon c'est nécessaire, tout ce qui va se passer à la vigne, on va l'avoir derrière, et le premier acte œnologique, c'est presque la plantation, de toute façon. Voilà. Poursuivre la recherche dans le domaine de la qualité, ça on laisse le comité Champagne travailler sur le sujet, et on l'accompagne bien évidemment pour les essais. Et puis donc tout ça, vous l'avez bien compris, on va vers une plus grande précision des pratiques, que ce soit au vignoble, que ce soit à la cave. Et aujourd'hui, on est vraiment multi-stratégie, il n'y a pas de réponse unique, clairement. Voilà, si vous avez des questions.